Et ben, bienvenue dans The Big Shift, Altis. Salut, comment ça va ? Ça va super bien. Très content de t'avoir sur le podcast. Tu es un influenceur, un créateur de contenu YouTube sur la mobilité et notamment sur le vélo parce que tu passes ta vie à vélo et tu filmes absolument tout. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, c'est qu'on regarde ensemble. Désolé, il y a des travaux. Je pense que vous n'entendrez rien, mais de temps en temps, peut-être qu'on fera des petites pauses. On verra si on fait ça, si on fait du montage ou si on vous laisse tout ça pour que vous puissiez profiter aussi, comme nous, de cet instant. Ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est qu'on fasse le point sur est-ce qu'en fait, finalement, on peut vraiment faire cohabiter différents modes de mobilité dans la même ville. J'aimerais qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est un sujet qui polarise autant la mobilité et comment est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer tout ça. Est-ce que c'est une question de culture ? Est-ce que c'est une question d'infrastructure ? Est-ce que c'est une question je dirais de règles à mettre en place. Voilà, donc ça, c'est les grandes questions que j'ai pour toi aujourd'hui. Et ça va être un épisode hyper intéressant. On a plein d'anecdotes à vous partager sur toutes les choses que Altis voit au quotidien au guidon de son vélo. D'ailleurs, tu es arrivé à la maison avec ton super vélo cargo ultra électronique. Ouais, ça dépend vraiment. Ouais, parce que tu as plusieurs vélos et en fonction de tes sorties... Ouais, c'est ça. Ok. J'ai la chance de pouvoir choisir... Trop cool. Eh ben écoute, c'est l'heure de démarrer cet épisode. Si vous n'avez pas encore fait le pas, abonnez-vous au podcast, ça nous aide énormément à progresser. Et puis, si vous voulez nous laisser des petits commentaires, laisser des étoiles sur votre appli de podcast, c'est super chouette aussi et ça nous aide grandement. Altis, comment est-ce que tu expliques le succès de ta chaîne sur un sujet aussi spécifique que les aménagements de voirie, les infrastructures de mobilité en ville ? Comment est-ce que tu imaginais que tu allais avoir presque 100 000 abonnés sur ce genre de contenu ? Alors, je n'imaginais pas du tout déjà que je puisse vivre de ma chaîne, parce qu'au début, je l'avais lancé à côté et je travaillais dessus en même temps que mon précédent emploi. Et c'est après le Covid, finalement, que j'ai tout mis dessus. J'ai profité d'une rupture conventionnelle pour pouvoir me mettre à plein temps sur la chaîne YouTube. Et c'est là que j'ai vu finalement que ça prenait, mais je m'attendais pas du tout à ce type de succès. Et après, j'étais pris un petit peu dans la boucle en continuant de publier jusqu'à aujourd'hui, où ça continue à fonctionner. Et donc, c'est super. Mais je pense, ce qui peut intéresser, c'est la passion avec laquelle je partage ça, et que c'est surtout, en fait, à chaque fois que je vais apprendre quelque chose, je vais le repartager. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vois les choses, c'est que j'adore partager ce que moi-même je découvre au quotidien, et à chaque fois que je sors, à chaque fois que je vois l'urbanisme, ça m'émerveille à chaque fois à quel point cet urbanisme peut impacter le comportement ou le déplacement des usagers, et c'est ça que j'essaie de partager. Est-ce que tu t'es toujours trouvé à prendre ta caméra quand tu étais à vélo ? Pourquoi est-ce que tu as commencé à te dire je vais filmer à chaque fois que je fais un trajet ? Alors, je pense que... Alors déjà, j'avais commencé à prendre ma caméra pour aller à mon travail au début. Ouais. Et je la prenais de manière occasionnelle, de vraiment de temps en temps. Et après, je dérochais et je commençais déjà à mettre sur ma chaîne YouTube. Mais puis, pareil, en commentant en gros tes trajets. Pas du tout, quoi. Non. Au début, c'était vraiment plutôt, on va dire, la dénonciation de comportement. C'était vraiment ça. Donc, montrer des mauvais comportements... peu importe les usagers, sans faire le lien dans un premier temps, je montrais juste finalement une conséquence, sans chercher la cause de ce problème-là. Et puis un jour, j'ai eu un grave accident sur le boulevard des Maréchaux, et ce jour-là, j'avais pas de caméra, et après 6 mois plus tard, j'ai commencé à reprendre le vélo, et là, j'ai pris le vélo en prenant une caméra. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'à cet endroit-là, il ne pourrait plus jamais y avoir ce type d'accident. Parce que c'était un conducteur qui m'avait coupé la route en faisant demi-tour sur une ligne blanche pour aller... je sais pas si tu vois les Maréchaux, à quoi ça ressemblait avant le tramway. Étant donné qu'il y avait plusieurs intersections, les conducteurs pouvaient être tentés de couper la voie pour aller rejoindre un côté ou l'autre du boulevard. Ce qui est aujourd'hui impossible, et ça se fait uniquement au niveau des carrefours. Ouais. Ça peut plus se faire en dehors des carrefours. Et donc, en repassant par là, j'ai vu que cet accident n'était plus possible, et je pense que ça a créé un déclic en moi en me disant que cette conséquence a une cause, et cette cause était liée à un aménagement permissif à cet endroit qui a permis cet accident-là. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et à regarder des anciens rushs, à refaire des trajets et à me rendre compte que
progressivement, Paris, en créant des aménagements cyclables, d'une part, permettait aux usagers de se mettre au vélo et d'autre part, limitait ainsi des risques d'accident. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est exactement la même expérience que je fais sans avoir, en ayant eu la chance de pas vivre de drame. Mais je me suis beaucoup posé la question en fait parce que j'ai pris mon vélo de façon complètement automatique depuis longtemps. Et puis quand je suis dans une situation où j'estime que c'est risqué, je me dis en fait juste il y a rien qui permet d'être en sécurité, alors que souvent en fait finalement on se rend compte quand on regarde tes vidéos qu'il y a énormément de situations dans lesquelles l'aménagement est fautif et que cette situation d'insécurité dans laquelle on se trouve et qu'on ressent fortement, elle est liée à cet aménagement alors qu'elle pourrait, et que c'est réversible la plupart du temps en fait, qu'on a la possibilité de faire autrement et de mettre tous les usagers en sécurité. Et toi, c'est quelque chose que tu as remarqué et après derrière tu t'es dit en fait ces causes, donc la conséquence c'est l'accident ou le drame probable et donc la cause c'est un aménagement qui est souvent pas réfléchi ou alors pensé pour une autre forme de mobilité. Il y a une façon de voir les choses, c'est d'abord, on peut pas considérer le cycle comme un véhicule motorisé. Donc, il y a vraiment déjà cette prise de conscience-là à avoir, parce que beaucoup de personnes peuvent se dire qu'un vélo, pourquoi pas le faire circuler avec les automobilistes. Ça fonctionne pas comme ça. Les deux usagers ne partagent pas la même vitesse, ne partagent pas le même gabarit, ne partagent pas la même énergie cinétique. Donc, il y a plein de choses qui font que ces deux usagers ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et à partir de ce constat-là, se dire que c'est pas possible, s'il y a un flux important de circulation, de faire cohabiter sur le même espace ces deux usagers. Ces deux usagers doivent avoir un espace dédié. Et c'est un peu la même chose avec les piétons et les automobilistes. On ne met pas les piétons et les automobilistes sur la même voie. Les piétons ont un trottoir et les automobilistes ont la chaussée. Donc à partir de cette réflexion-là, se dire les cyclistes doivent également avoir un espace dédié. Et ça, c'est, on va dire, dans la première configuration, c'est une configuration où il n'est pas possible de faire cohabiter les usagers, parce qu'il y a une autre approche, c'est de faire cohabiter les usagers. Ça, je sais pas si tu vas me la poser comme question. On en parlera, un peu plus tard, et effectivement... dans certains cas, c'est possible. Ouais. Cette cohabitation est possible, mais pas dans un cas où il y a une forte différence de vitesse, beaucoup d'usagers qui partagent le même espace, automobilistes et cyclistes. Il faut vraiment que ce soit l'usager le plus vulnérable qui domine l'espace pour que ce partage soit possible. C'est-à-dire que si on veut un espace piétonnier, il faut qu'il y ait beaucoup de piétons. Et si on veut un espace... tu veux dire en nombre, pas en forcément, nombre, pas en espace, exactement, pas en surface disponible. Tout à fait. Voilà. Par exemple, sur les quais de Seine, rive droite, ça va automatiquement être considéré comme un espace piétonnier parce qu'il va y avoir beaucoup de piétons. Et les cyclistes vont se dire, finalement, qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Où ça va être pareil pour des espaces où il y a beaucoup de piétons dans le centre de Paris. Et un automobiliste va arriver là-dedans, il va dire, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Il ressent, il est pas à sa place. Et c'est aussi ça qu'il faut penser au niveau de ces espaces. Ça me fait penser à la théorie du trafic induit, où à chaque fois on considère en fait un espace où on n'aura pas beaucoup de piétons. Si on veut le piétoniser, on va nous dire mais c'est pas possible, de toute façon il y a personne qui passe par là. Alors qu'en fait, il faut d'abord piétoniser l'espace ça, pour que les piétons... Ça, c'est encore une autre approche, tout à fait, oui. Ouais. La théorie, enfin, c'est pas une théorie, mais le trafic induit, c'est vraiment quand on pense l'espace par rapport à un usager, ça permet à l'usager de pouvoir utiliser cet espace pleinement. Ouais, c'est ça. C'est quoi les pires situations, les pires infrastructures que tu as vues en ville et qui permettent pas de sécuriser ou alors les fausses bonnes idées qu'on a mis en place et qui permettent pas en fait de sécuriser les usagers ou alors qui sont peut-être juste des coups de peinture pour dire qu'on a fait quelque chose mais qui finalement en fait ne sert à rien, ou pire encore donne un faux sentiment de sécurité et qui peut mettre encore plus en danger parce que le reste de l'aménagement est peut-être pas bien pensé. J'en ai déjà fait un sujet dédié sur cette fausse bonne idée de la bande cyclable. C'est juste une bande de peinture qui est peinte sur la chaussée, qui envoie plusieurs mauvais signaux. Un mauvais signal, c'est que cette bande cyclable est suffisante pour le cycle. Et donc l'automobiliste peut, lui, rouler à côté du cycle en longeant cette bande cyclable, en faisant complètement oublier qu'en absence d'aménagement, il faut laisser une distance minimale d'un mètre en ville. C'est 1 mètre en ville et c'est 1,50 m en dehors de la ville pour dépasser un cycle. Et ça, cette bande cyclable-là fait complètement oublier cette règle
Ce qui fait qu'on se retrouve avec des cyclistes qui se font dépasser très proches par des automobilistes. Et je dirais que c'est pas de la mauvaise volonté de la part des automobilistes, c'est une infrastructure qui va guider sur cette trajectoire finalement, qui va dire aux automobilistes c'est ok de passer à côté du cycliste, alors qu'il faudrait une bande cyclable, soit une bande cyclable qui soit beaucoup plus large, qui fasse 3 mètres de large, soit de former les automobilistes à ne pas serrer la bande cyclable, ce qui est assez contre-intuitif. Donc en gros, c'est vraiment une mauvaise idée de faire cette bande cyclable étroite sur le bord de la chaussée. Ça envoie souvent les cyclistes en plus à des endroits les plus dangereux. Ça peut être le long des portières, par exemple, ou sur un bout de caniveau. Donc vraiment des endroits qui sont dangereux pour les cycles. Avec un accotement avec différents niveaux. Et quand les cycles, en plus, n'utilisent pas cette bande cyclable, les automobilistes vont être agacés. Ils vont se dire, mais pourquoi le cycliste se décale à cet endroit-là ? Alors juste parce que le cycliste veut s'éloigner des portières, s'éloigner d'un mauvais stationnement, s'éloigner de feux qui sont sur la chaussée. Mauvais stationnement parce qu'aussi la bande cyclable est entre guillemets un encouragement, c'est un espace qui est disponible sur la chaussée, facilement accessible, et un automobiliste peut se dire je peux me mettre là, vu que je ne vois pas de circulation à ce moment T du cycliste sur cet aménagement, je ne gêne personne, donc je vais me mettre là, et donc ce manque d'aménagement fait que les automobilistes ont directement des comportements sans se rendre compte des problématiques que ça crée derrière. Ouais, et en fait ça veut dire en gros que l'aménagement va dicter quasiment directement les comportements des usagers. Il va permettre, je dirais pas dicter parce qu'il y a quand même le code de la route à respecter, mais il va permettre des comportements qui sont... en fait, l'aménagement est trop permissif. Il y a aussi cette approche-là. C'est que si il y a une absence d'aménagement, c'est trop permissif, et donc il y a des automobilistes qui vont se dire c'est ok, je peux faire ça. J'en ai pour 2 minutes, je vais déranger personne. Même si c'est illégal, évidemment, au niveau du code de la route. En fait, il faut qu'il y ait un élément physique qui empêche, par exemple, une voiture de se garer sur un accotement cyclable. Voilà, et puis c'est très efficace parce que en plus de ne pas être permissif, il peut aussi être instantanément. En fait, ça fait une punition immédiate, l'aménagement. C'est-à-dire que si en voiture, on va essayer d'aller sur un aménagement cyclable qui a une bordure, on va abîmer ses jantes, on va abîmer sa voiture. C'est une punition immédiate, et donc on va pas vouloir le faire juste pour ça, plus que pour l'usager. On va pas penser que c'est un problème finalement de se garer là, on va juste dire c'est pas possible que je me mette là, je vais abîmer ma voiture. Donc c'est une autre approche en fait. L'aménagement est utilisé là comme une sanction immédiate pour guider le comportement des usagers vers la bonne chose à faire. Et quand on a une espèce de nudge, quoi. Quand on a une bande cyclable versus rien, toi tu préférerais plutôt rien parce que du coup ça veut dire que il y a encore plus il y a un peu plus d'attention du conducteur sur le cycliste qui est là. C'est très complexe comme approche parce que rien, ça retire, enfin, comment dire, c'est un choix qui est horrible entre les deux parce que ni l'un ni l'autre n'est acceptable. Rien, le problème, c'est que le cycliste n'a même pas sa place sur la chaussée. Quand on ne fait pas d'aménagement, par exemple, le long d'une départementale, s'il y a une bande cyclable, je pense d'ailleurs à un sujet que j'avais fait sur une départementale où il y avait une bande cyclable, on peut se dire c'est ok, au moins j'ai le droit de rouler sur cette départementale. S'il n'y a pas de bande cyclable, c'est limite terrifiant, c'est que je n'ai rien à faire en plein milieu de cette départementale où les usagers roulent à 90 dessus. Donc, très sincèrement, choisir entre la peste et le choléra, je ne saurais pas te dire, les deux sont affreux. Donc le mieux c'est de bannir la bande cyclable et de faire un aménagement. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on autorise, au vu de la loi, enfin avec la loi LOR, les aménagements qui sont réalisés peuvent être de la bande cyclable. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est la loi LOR. La loi LOR, tout à fait. Dans la loi LOR, aujourd'hui, en cas de réfection ou d'une nouvelle création d'aménagement, un aménagement cyclable doit être créé. Alors ça peut être par exemple une voie bus cyclable, ça peut être une voie verte, ça peut être un aménagement cyclable ou ça peut être une bande cyclable. Et c'est justement ça le problème. Le fait d'avoir inscrit bande cyclable dans la loi fait que il y a des dérives vers des aménagements qui ne permettent pas de garantir la sécurité au cycle au niveau de la bande cyclable. Et donc bande cyclable devrait être radiée de cette liste et ne permettre que créer des aménagements qui offrent de la sécurité au cycle. Et c'est pas beaucoup moins cher quand même de créer une bande cyclable, tu vois. Est-ce que dans un contexte où
Alors, il y avait un budget, il me semble que le budget qu'on devait allouer à la mobilité, notamment à la création de pistes cyclables, il était de presque 500 millions l'année dernière. Il a été retoqué pour descendre à 250 millions. Est-ce que finalement, avoir des bandes cyclables, c'est pas déjà une première phase transitoire intéressante, au moins pour tester, quoi, Je pense que le c'est trafic. justement une perte d'argent de se dire ça, parce que investir sur un bon aménagement, c'est un aménagement surtout qui dure. C'est un aménagement qui demande beaucoup moins de maintenance et d'entretien qu'une voie pour les véhicules motorisés, qui demande, elles, beaucoup plus d'entretien, parce que les véhicules, ça use beaucoup plus la route que les cycles. Un aménagement cyclable, il peut durer, lui, beaucoup plus longtemps, 3, 4 fois plus longtemps qu'un aménagement routier, surtout s'il y a beaucoup de trafic sur cet aménagement. Donc voir cette approche-là, en se disant qu'on va faire des économies de bout de chandelle lors d'une réalisation, alors que c'est quelque chose à voir plutôt sur le long terme, je pense pas que ça se tienne, surtout que l'apport que ça a, c'est que ça peut encourager des personnes à utiliser ce mode, et donc diminuer également une partie de la congestion, diminuer une partie de la pollution, une partie des nuisances, une partie de l'accidentologie. Donc en fait, cette approche-là, on peut dire qu'elle a un coût important lors de sa mise en place, Structurel, ouais. mais c'est un coût marginal quand on regarde par rapport à tous les bénéfices qu'on peut tirer de cet aménagement. Et donc, il faut plutôt voir ça comme un investissement sur le long terme. C'est marrant parce que du coup, pour préparer cet épisode, je lisais une partie du rapport de l'ADEME de 2020 qui fait un peu référence sur ces sujets-là, qui s'appelle « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France », qui expliquait que l'investissement public pour le vélo, a priori, est rentable quand on compare par rapport à un investissement d'infrastructure routière, par exemple. Si une piste cyclable coûte cher dans l'absolu, environ 200 000 à 500 000 euros par kilomètre pour du lourd en milieu urbain dense, donc ça veut dire, en gros, nous deux qui sommes à Paris, toi qui fais beaucoup de tes reportages en zone parisienne, c'est l'aménagement urbain où on arrive effectivement à séparer le cycle des autres usagers de la route, avec ce que tu disais, pas uniquement une bande cyclable, mais aussi un séparateur de trafic réel, 200 000, etc. c'est très très cher. Hein. Ouais. C'est vraiment pour de l'urbain lourd, avec des carrefours, avec des protections. Exactement. On n'est pas sur du rural. Hein. Et donc ça, c'est 200 à 500 000 euros le kilomètre. Et c'est apparemment dérisoire comparé à une infrastructure routière ou un tramway qui serait dans une même zone dense qui, elle, peut grimper à 20 ou 30 millions d'euros le kilomètre. Donc ça, c'est issu du rapport de l'ADEME. Et puis après, du coup, tu parlais des bénéfices derrière qu'on peut en tirer de cet investissement. Il parlait surtout du bénéfice santé, où il disait c'est à peu près 1 euro par kilomètre. Donc ça veut dire, en gros, c'est une estimation du bénéfice socio-économique qui agrège les économies réalisées par l'assurance maladie quand on augmente l'activité physique liée au fait de faire du vélo, ce qui ferait à peu près 1 euro d'économie par kilomètre réalisé par un cycliste. Oui, ça agit sur la sédentarité. C'est un problème, effectivement, de l'usage intensif de la voiture, c'est que ça diminue l'activité physique. Et donc, forcément, ça crée de la sédentarité, des maladies liées à la sédentarité. Et donc, ces maladies-là, en plus également de l'accidentologie, fait que le coût pour la santé est énorme, finalement, au niveau de la circulation unique des véhicules motorisés. Donc, c'est pour ça que dans l'idéal, tous les déplacements qui peuvent être faits autrement qu'en voiture serait idéal de faire en transport en commun, à vélo, utiliser finalement des modes alternatifs que ce mode-là qui a énormément de contraintes, dont son coût. Parce qu'une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'automobiliste, même s'il est taxé, même il paye son essence, il paye son assurance, s'il paye son parking, s'il paye les amendes, etc., tous ces coûts ne couvrent pas la maintenance et la réalisation d'aménagements routiers. C'est toujours une dette pour l'État, alors qu'un aménagement cyclable, lui, est quasiment instantanément rentable, en fait. Un cycliste rapporte de l'argent pour chaque kilomètre parcouru, parce qu'il en fait économiser. Donc c'est aussi ça, cette approche à avoir, c'est se dire que investir sur l'aménagement cyclable, c'est faire économiser sur le long terme pour la collectivité. Donc c'est aussi ça qui est important d'essayer de garder en tête. On a une explosion du nombre de cyclistes ces dernières années à Paris. Est-ce que c'est quoi les éléments auxquels il faut faire attention quand on roule? Donc on a parlé effectivement bande cyclable, il y a ce faux sentiment de sécurité qui est dangereux. Quels sont les autres moments où il faut vraiment qu'on fasse attention? Moi, je sais que je suis dans une vigilance un peu hyper constante quand je suis à vélo à Paris, mais j'ai toujours été habitué à ça.
En revanche, je sais que mon beau-frère, qui n'a pas été habitué à ça, il n'a pas envie de rouler à vélo à Paris et par stress, par peur, parce qu'il trouve que c'est pas sécurisant. Moi, j'ai moins ce truc-là en tête, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes qui sont encore vraiment frileux. C'est quoi les éléments clés auxquels il faut faire attention quand on roule à Paris, par exemple? Je pense que la première chose la plus importante à laquelle il faut faire attention, c'est son itinéraire. C'est vraiment ça qui va éviter 90% des problèmes. Donc il faut choisir un itinéraire qui est sécurisé, un itinéraire qui est adapté, ou s'il n'y a pas d'itinéraire, eh bien choisir pour l'instant un autre mode de transport. Ça va être même pour quelqu'un qui utilise beaucoup le vélo au quotidien, ça sert à rien de se mettre en danger sur un itinéraire. Vraiment, s'il y a un bout de départemental et on peut pas faire autrement et que c'est dangereux, bah malheureusement aujourd'hui le vélo c'est pas possible sur cet itinéraire. Il faudra trouver autre chose, quitte à faire un détour ou utiliser de l'intermodal pour remplacer le vélo sur cette partie-là. Donc, il y a vraiment ça qui fait 90% de la sécurité, c'est choisir un bon itinéraire. Donc, pour ça, il y a des applications qui permettent de le faire. Il y a GeoVélo qui est pas mal, qui permettent d'adapter par rapport à son type de vélo, par rapport à son type de choix, si on veut choisir un itinéraire qui est complètement sécurisé. Ou bien, après, il y en a d'autres qui sont plus fins, comme Komoot, qui permet même de voir en détail. Alors là, c'est vraiment pour programmer un trajet. Mais en fait, le type de surface sur Komoot, ouais, et ça se fait en fait la première fois. C'est la première fois qu'on veut prendre son vélo. Je conseillerais toujours de bien regarder l'itinéraire et de le faire une fois en off. Si c'est un trajet vélo-taf, par exemple, qu'on va faire quotidiennement, de le faire en off, un week-end. On prend son temps, on le fait. Si on se sent pas en sécurité sur un endroit, bah on le fait pas. On regarde s'il y a un autre détour pour un endroit où on se sent plus en sécurité. De pas se forcer. Ça doit être un déplacement qui est agréable, le vélo. C'est aussi tout l'intérêt d'user ce mode. Et déjà, si tout ça est fait, eh bien, on a voilà une grande partie qui est réglée. Donc, se concentrer déjà beaucoup là-dessus. Et ensuite, effectivement, bah, il y a des principes de base comme ne jamais rouler le long d'un poids lourd ou devant ou trop derrière un poids lourd. Faire hyper attention parce que c'est la principale cause d'accident sur la route avec les cyclistes. Quand un conducteur de poids lourd rencontre un cycliste, c'est l'une des principales causes. Ensuite, ce qui peut être pas très... Surtout à cause des angles morts et le fait que ces poids lourds ne sont pas du tout imaginés pour des usages urbains dans lesquels il y a du trafic, dans lesquels il y a peu d'espace disponible. Ouais, il n'y a rien qui a évolué au niveau de... Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a évolué au niveau de ces véhicules, alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de cycles qui circulent là. Mais ça, c'est aussi par rapport à des blocages qui sont au niveau de l'État. L'État ne veut pas forcer, pour l'instant, les constructeurs à faire des véhicules plus sécurisants. Donc ça, c'est quoi un véhicule plus sécurisant? Un véhicule plus sécurisant, c'est un véhicule qui a des détections d'angle mort, qui a des systèmes de freinage automatique, qui a des systèmes de supprimer l'angle mort, tout simplement, parce que l'angle mort, ça n'existe que parce qu'on ne peut pas le vérifier. À partir du moment où on peut le vérifier avec des caméras, avec des systèmes de détection, il n'existe plus. Ça, il y a déjà beaucoup de camions qui en sont équipés. Donc, des cabines plus basses aussi, comme des bus? Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est fait à Londres. J'en parlais justement dans le sujet, dans les véhicules qui sont urbains. Et un autre point, c'est tant que c'est possible de supprimer ces véhicules par des véhicules plus légers, mais urbains. Ça fait appel justement à la hiérarchie des mesures que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de supprimer la source du problème. On va, si ce n'est pas possible, chercher une alternative ou une substitution, un véhicule qui est plus léger, moins dangereux. Et ensuite, on va essayer d'améliorer ce véhicule. Donc là, on est déjà à la 3e étape pour la sécurisation. Ça passe par l'ingénierie, donc l'ingénierie des véhicules, rajouter des systèmes de caméras, des systèmes de freinage d'urgence, des systèmes d'aide à la conduite. Et en plus de ça, on a et aussi l'ingénierie au niveau de la route. Donc là, des carrefours qui sont plus sécurisés, des feux dédiés, des phases dédiées pour les cycles et les conducteurs pour qu'ils n'aient pas à croiser leur flux, en fait. Si on évite au maximum que les usagers aient des zones de conflit, eh bien, on limite le risque d'accident. Et après ça, il reste plus que la formation des conducteurs, qui normalement est obligatoire pour pouvoir conduire ce type de véhicule. Et c'est aussi pour ça que maintenant, quand il y a des drames avec des cyclistes, on n'appelle plus ça des accidents, on appelle ça des délits routiers par négligence. Parce que c'est un manque finalement de... Quand tu dis on, c'est qui? On, c'est au niveau de l'État.
qui a tranché, qui a statué sur le délit routier en listant un certain nombre de cas dans lesquels il est automatiquement considéré que le conducteur a réalisé un délit en percutant un cycliste, par exemple. Donc ça peut être l'alcoolémie, ça peut être le fait de ne pas avoir fait des vérifications de base, tout ce type de choses. Je me rappelle plus de la liste exhaustive. Tout ce type de choses fait passer automatiquement un accident en délit. Donc il y a aussi cette approche-là. Ça règle pas les problèmes. Hein. Ça, on est sur l'avant-dernière solution de sécurité, la verbalisation également. Et en plus de ça, il y a les équipements personnels EPI individuels de sécurité pour pouvoir protéger les cycles qui sont les casques, les gants, les lumières, les gilets. Là, je t'ai refait tout la hiérarchie des mesures. Ouais. Mais c'est comme ça à chaque fois que je vais regarder comment régler une problématique. Plutôt que de se dire d'abord, est-ce qu'on peut supprimer le danger ? Ensuite, est-ce qu'on peut limiter son impact avec une alternative ou avec une modification profonde ? Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser, protéger, ou verbaliser ou sanctionner ? Et enfin, en dernier, comment est-ce qu'on fait pour ne pas mourir si le choc, a effectivement été présent. Tout à fait, parce que les précédents points, ils traitent la cause. Ouais. En fait, ils évitent qu'il y ait un accident, et le dernier point n'évite plus qu'il y ait un accident. Le fait de porter un casque n'évite pas un accident. Il permet juste de limiter les conséquences d'un accident. Donc il y a aussi toute cette différence à faire entre les précédentes strates qui sont plus efficaces que juste dire aux cyclistes, l'obligation du port du casque par exemple, c'est quelque chose sur lequel je suis contre. Je dis pas que porter un casque est inutile, c'est utile, mais vouloir sécuriser les cyclistes uniquement sur cette mesure, c'est oublier toutes les précédentes. Et justement, là on était en train de parler de la sécurité au niveau des cycles. C'est pour ça que je rappelle que l'itinéraire est quelque chose de plus sécurisant, parce qu'on va supprimer ce danger, plus que là, on va descendre de point en point en parlant des angles morts, et donc là, les angles morts, on est déjà un petit peu plus bas sur la hiérarchie des mesures pour limiter le risque d'accident. Donc c'est vraiment cette approche-là, moi, que je vais avoir pour limiter le risque d'accident. Donc éviter de circuler autour des gros véhicules quand on est obligé de le faire, quand il reste en fait des itinéraires où on doit le faire, et faire très attention quand il tourne à droite. J'ai l'impression que dans les derniers sujets que tu as fait, c'est un peu toujours la même situation. C'est toujours la même situation. Un gros véhicule, un angle mort, un virage sur la droite. Et surtout que c'est mal compris où sont placés les angles morts. Je pense que si on demande à quelqu'un de se placer sur un véhicule où il pense être vu et où il ne pense pas être vu, c'est complètement contre-intuitif. Parce qu'en fait, on est mieux vu quand un conducteur circule en étant limite collé à son flanc, qu'en étant décalé, alors que de manière contre-intuitive, on va se dire on va se décaler pour être plus en sécurité. Là, on se met pile poil dans l'angle mort quand on se décale du véhicule. Et de manière toujours assez bizarre, c'est que si on serre le flanc au moment où il tourne, c'est là où on n'est plus du tout vu. Parce qu'au moment où il commence à engager un virage et qu'on est serré au niveau du flanc, là, on est dans un endroit qui ne peut plus être vu. Donc là, au contraire, quand le virage commence, il faut se décaler au maximum et éviter de s'engager dans cette zone morte. Plus le véhicule est long, plus il va couper la route en plus. Effectivement, toute cette zone qui est sur le côté, c'est une zone morte parce que c'est la zone où l'arrière du camion va venir. Parce que même s'il commence à faire un début de virage à gauche, c'est qu'ensuite il va tourner à droite et emmener toute la remorque et tout ce qu'il y a derrière. C'est généralement à ce moment-là où un cycliste passe dessous. Parce qu'il y a aussi là un problème que je disais, c'est qu'il n'y a pas souvent sur nos camions de protection qui renverrait le cycliste à l'extérieur. Le cycliste peut encore passer dessous le camion, et ça c'est un autre problème. C'est juste des barres entre les deux roues, quoi. Normalement, il doit y avoir ce système de protection de barres pour éviter qu'un cycliste passe sous les roues. Okay. Et c'est pas le cas. D'ailleurs, dans les derniers accidents, tous les camions qui étaient impliqués n'avaient pas ce système de sécurité jusqu'en bas. Donc, c'est encore des camions qui ont l'air de rouler dans la brousse, qui sont faits pour rouler avec un très haut gabarit. On ne comprend pas trop, on est dans un milieu urbain, et on laisse circuler des camions qui sont faits pour rouler dans des départementales avec de la gadoue, on ne comprend pas trop.
qu'est-ce que font ces véhicules-là. Tu roules depuis 2020 à Paris avec ta caméra. Est-ce que on considère que ça a quand même été, depuis le Covid, qu'il y a eu des aménagements absolument fabuleux? Est-ce que tu as l'impression que ça a beaucoup évolué, la sécurité, la possibilité de se déplacer? Est-ce que en fait, ces aménagements cyclables, pour toi, ils ont un vrai sens durable et que ça fonctionne? Comment est-ce que tu vois cette évolution depuis 5 ans, 6 ans? Bien sûr, oui, les aménagements, c'est ce qui a permis de faire développer, ce qui a permis au vélo d'être ce qu'il est aujourd'hui dans la capitale. Sans ça, il n'y aurait pas de cyclistes, tout simplement. On en serait toujours au même niveau qu'il y a... ça fait déjà autant de temps. On est en 2025, là 2026, ouais. Putain, ça passe tellement vite. Ouais, le temps passe vite. Oui, ça fait déjà 25 ans. C'est assez dingue. Je viens d'avoir un flashback, mais oui... non, ça fait depuis 2008 que je suis sur Paris, moi. Tu disais 2000. Tu me disais, non, je disais 2020 pour oui. le début non, en gros de ta chaîne à temps plein. Non, Quoi. parce que là, j'étais en train de partir en vrille. Non. Mais quel âge j'ai, moi? Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de faire des calculs. Non. Oui, depuis le Covid, en tout cas, oui, il y a une explosion depuis 2019. Donc ça fait pas si longtemps que ça, mais quand tu me disais le chiffre, je repensais à mes premières fois sur Paris et non, c'était encore différent. Donc on voit effectivement que là il y a un changement de paradigme qui fait qu'on a enfin donné de la place à ce mode de transport. Et là on est vraiment sur le principe de circulation induite, c'est qu'on a donné de la place et automatiquement il y a des personnes qui ont pris cette place, les cyclistes, et aujourd'hui c'est beaucoup plus sécurisant de pouvoir prendre le vélo, et c'est surtout que le vélo n'est plus considéré juste comme du loisir, maintenant c'est considéré comme un mode de transport. Ouais. Donc c'est ça aussi qui commence à changer les mentalités. Il a d'ailleurs dépassé la voiture l'année dernière complètement en termes de volume, en termes de nombre de kilomètres parcourus. Il me semble que c'est 11% des kilomètres parcourus et 6% pour la voiture, je crois. Je sais pas s'il parle en termes de kilomètres parcours ou de trajet. Je pense que on est en trajet, je pense. Moi j'aurais dit kilomètres parcourus dans Paris intramuros, mais peut-être qu'effectivement c'est un nombre de Je pense que les compteurs comptent sur du trajet, parce qu'ils comptent le nombre de passages. Oui, c'est vrai. Donc on n'est pas... Après, t'as peut-être d'autres chiffres que moi, mais moi Non, mais c'est parce qu'en fait j'avais en tête l'application Vélib où du coup il te compte, mais du coup c'est très limité aux utilisateurs de free floating, quoi. D'accord, ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Super intéressant. On a les élections municipales qui arrivent dans 15 jours. Est-ce que tu y vois une vraie opportunité justement de continuer à développer ce trajet, ce mode de déplacement, cette multimodalité? Est-ce que tu y vois aussi un risque? Comment est-ce que tu vois ça? En fait, il y a certains candidats qui prônent un retour de la voiture, notamment Rachida Dati, Sarah Knafo. Est-ce que c'est réaliste? C'est-à-dire, est-ce que si elles ont la municipalité, est-ce qu'elles auraient le pouvoir de revenir en arrière sur ces éléments-là? Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la loi, si on se base juste là-dessus, s'ils ont le pouvoir de faire ça, normalement, non. On ne peut pas détruire un aménagement cyclable. Et encore une fois, quand on refait une voirie ou quand on crée une nouvelle voirie, on est obligé d'avoir ces aménagements cyclables. Donc il y a une obligation légale d'avoir ces aménagements cyclables. Il est possible qu'ils ne suivent pas la loi. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir attaquer systématiquement la ville à chaque fois qu'elle fait de nouveaux aménagements. C'est ce qui est par exemple fait à Marseille, où il y a des associations qui attaquent systématiquement la métropole à chaque nouveau aménagement parce qu'ils ne respectent pas la loi. Donc c'est compliqué parce qu'il faut passer par la loi, parce que on est en train de reculer aussi au niveau de ce qui a été fait. Donc non, ça va pas aujourd'hui être possible. À Marseille, tu veux dire? Oui, ouais. Non, mais que ça soit à Marseille ou à Paris. Je veux dire, en gros, c'est impossible de revenir en arrière au niveau des aménagements. On va pas pouvoir détruire des aménagements, sauf si la loi change, évidemment, ou si elle est allégée. Mais en l'état, je pense pas que ce soit possible. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'on arrête complètement ce qui est en train d'être fait, parce que là, il y a à peine 50% du plan vélo qui a été réalisé. Il y a encore énormément de parties qui doivent être réalisées. Donc là, on est juste sur un début de transformation. Paris n'a pas du tout atteint un stade qui permet de se déplacer partout à vélo. Ouais. Et puis, ça dépend beaucoup des arrondissements. Complètement. Il y a des arrondissements, par exemple, dans l'arrondissement de Rachida Dati actuellement, tous les projets cyclables ont une opposition et n'ont pas été réalisés. Parce qu'il y a une opposition systématique de la mairie.
il y a un truc qu'il faut bien comprendre à Paris, c'est que on va élire deux choses. On va élire un maire d'arrondissement et on va élire la mairie centrale. Les deux fonctionnent main dans la main. C'est-à-dire que le maire d'arrondissement fonctionne avec la mairie centrale. Si un maire d'arrondissement est d'opposition, il peut bloquer chaque projet de la mairie centrale. Donc, si on choisit un maire qui est opposé au vélo, ça va évoluer de manière très lente, voire pas du tout, et c'est aussi un problème qu'on peut voir dans le 7e arrondissement. Donc, c'est pour ça aussi tout l'intérêt de faire pencher et la mairie d'arrondissement et la mairie centrale pour que ça puisse avancer plus vite. Si on veut avancer vers les transports en commun, si on veut avancer vers le vélo, si on veut avancer vers les piétons, parce que de nombreux élus n'ont pas cette vision-là de donner de la place aux piétons, aux transports en commun, aux cycles, parce qu'il n'y a pas que les cycles, il y a aussi tout ce pan-là de la mobilité qui est majoritaire, et se concentrer uniquement sur les véhicules motorisés qui représentent à peine 4% des déplacements. Privés. Oui, et je trouve ça absurde. Vraiment, je trouve ça absurde dans Paris. Alors après, il y a des déplacements qui sont obligatoires. Oui, c'est pour ça que je dis 4%, c'est vraiment les déplacements privés. Non, 4%, c'est l'ensemble des déplacements motorisés. C'est l'ensemble des déplacements motorisés sur la capitale. Après, dans ces déplacements, il y a à peu près 20% de ces 4% qui sont des déplacements obligatoires dans le sens où on n'a pas de solution alternative aujourd'hui pour ces personnes-là, des professionnels, pour la livraison, pour taxi, transport en commun. Transport en commun, c'est encore une autre part. Ouais. Donc, pour cette partie-là, effectivement, il n'y a pas encore d'autres solutions et donc il faut accompagner, de mon point de vue, ces professionnels, non pas forcément vers une transition, mais au moins alléger le trafic pour eux. Alléger tout ce qui n'est pas indispensable finalement dans ces déplacements, parce qu'il y a beaucoup de déplacements encore aujourd'hui. On a pu le voir notamment durant le Covid, c'est aussi pour ça qu'on a pu réaliser tous ces aménagements. Parce qu'à ce moment-là, on a pu voir à quoi ressemblait une circulation absolument minimale à Paris. Donc ça, c'est possible, cette circulation absolument minimale. Alors oui, il y a beaucoup moins de personnes qui ont travaillé lors de ce moment-là. Il y a beaucoup plus de personnes aussi qui ont fait du télétravail. Mais c'est aussi des solutions pour limiter le besoin de déplacement. Donc, c'est aussi une autre approche à voir. Et donc, pour répondre à la question, c'était au niveau de faire de la place à la voiture aujourd'hui, c'est ça ? Il n'y a pas une grande majorité de candidats, il n'y en a que 3 qui souhaitent refaire de la place. Il y a Mariani, Knafo et Dati. C'est ça. Ces 3 candidats-là. C'est Bouzel, je ne sais plus exactement. Bournazel, Pierre-Yves Bournazel. Bournazel. Je ne sais plus ce que j'avais dit exactement. Et lui, par exemple, il a une approche qui est assez intéressante, plus axée transport en commun. Avec aussi une approche pour donner de la place au vélo. Mais après, il n'y a que 2 candidats. Chiapari, non, je suis vraiment très mauvais au niveau des candidats. Mariani, tu veux dire ? Oui. Thierry Mariani du coup du RN. Non, au niveau de France Insoumise. Ah, c'est Sophia Chikirou. Sophia Chikirou. Donc il y a Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire qui, eux, souhaitent continuer le plan vélo et aller jusqu'au bout. Bournazel également, lui aussi, souhaite aller au bout du plan vélo. Rachida Dati, elle souhaite faire un audit, en gros, c'est l'idée, avec un démantèlement des aménagements jugés dangereux. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, l'aménagement cyclable jugé dangereux. Bon, on n'a pas trop vu d'accidents sur de vrais aménagements cyclables, qui créent, enfin plutôt des cycles qui créent des accidents. On dit d'ailleurs plutôt que des aménagements qui créent des accidents. En fait, je n'ai jamais vu, enfin je n'ai pas encore vu à Paris des endroits où il y a eu des accidents mortels après un aménagement. Avec un aménagement, voilà, tout à fait, avec un aménagement sécurisant. Parce que les derniers drames qui a eu lieu avec des conducteurs de camions, c'était systématiquement des endroits où il n'y avait pas d'aménagement cyclable. Et c'est aussi un point sur lequel j'insiste à chaque fois que je réalise un sujet. Il n'y a pas d'aménagement cyclable. Il y a d'ailleurs un point qui était très intéressant, c'est une cycliste qui a elle a été blessée grièvement par un conducteur qui l'a aussi tourné. Et depuis ce sujet, le carrefour a été réaménagé à cet endroit-là. Donc on peut voir aussi que les élus peuvent être très réactifs
par rapport à certaines choses pour sécuriser les carrefours. Avec des aménagements qu'on appelle tactiques, c'est-à-dire qui sont provisoires, où c'est essentiellement des plots flottants, enfin des plots flexibles et de la peinture. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mis très rapidement en place. Et d'ailleurs, on en voit de plus en plus là à Paris. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, il y a une explosion de cet urbanisme tactique. On en voit partout. Là, par exemple, quand je suis venu, sur les fermiers généraux, voilà, le boulevard des fermiers généraux, on a plein de plots qui ont été rajoutés de sécurisation, justement en arrivant là, pas loin de Nation. Il y a plein de sécurisation qui a été rajoutée, et ça, de l'aménagement tactique, c'est quelque chose qui peut offrir comme ça plus de sécurité. C'est pas quelque chose qui est impossible. Et qui permet de tester un aménagement aussi. Voilà, et là, ça va dans la continuité du plan vélo. C'est un entre-deux, en fait. Avant de consolider les axes cyclables, on voit déjà si ça fonctionne. Et là, ça permet déjà d'avancer. Comment on voit si ça fonctionne? Parce qu'on peut pas juste faire le test en disant il n'y a pas eu d'accident, c'est OK? Là, je pense que ça demande un petit peu plus de temps. C'est de l'observation au niveau des usagers, voir comment les usagers utilisent cet aménagement. Le système. Parce qu'en fait, ce qu'on voit beaucoup dans tes vidéos, c'est quand tu regardes et tu dis cet aménagement, pour moi, il n'est pas bien fait parce que, et puis ensuite derrière tu laisses la caméra tourner. C'est ça, ouais. Et on voit est-ce que les cyclistes l'utilisent, est-ce qu'ils passent à côté, est-ce que finalement ils rejoignent le trafic des voitures, ou est-ce que c'est pratique pour eux de rester dans leur aménagement cyclable. Et donc toi tu essayes de penser les aménagements plutôt en fonction des usages réels que... Alors, c'est pas forcément ça, parce que ça serait une mauvaise idée de se focaliser sur l'usage forcément qu'en font les usagers pour faire un aménagement. En suivant ce comportement, il faut juste essayer de guider les usagers vers quelque chose qui est confortable et attrayant pour eux. C'est vraiment le principe de nudge. C'est donner un coup de pouce pour que l'usager utilise l'aménagement qui est le plus adapté pour lui. Essayer de faire quelque chose en suivant ce que fait un usager. Un usager, généralement, il fait quelque chose qui est le plus court pour lui et qui est pas forcément idéal. Par exemple, il y a des usagers qui vont prendre le trottoir dans un contresens parce que pour l'instant il n'y a pas de solution. Il faut pas aménager le trottoir, il faut créer un espace sur la chaussée pour lui permettre d'éviter d'aller sur le trottoir. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que suivre le comportement, c'est pas forcément idéal. Il faut vraiment essayer de trouver une solution pour que cet usager ait une solution de déplacement. Est-ce que donc là, ça c'est un modèle où on sépare un peu tous les types de déplacements différents. Il y en a d'autres où du coup, justement, tu en parlais un peu au début, c'est on laisse la priorité à l'usager le plus vulnérable, ce qui fait que du coup, ces usagers-là, donc essentiellement les piétons, vont plus utiliser l'espace, et donc ça devient forcément plus sécurisant pour ces usagers. Tout à fait, ouais. Parce qu'ils sont plus nombreux en volume. Donc c'est à peu près la même chose dans les zones, dans les vélorues, où on considère que du coup, plus on a de cyclistes, plus ils vont être protégés. En fait, plus on a de... Alors, les vélorues fonctionnent pas exactement comme ça. C'est pas parce qu'on va faire des petits dessins sur la route en disant que c'est une vélorue que ça fonctionne et que ça va attirer des cyclistes. Une vélorue doit faire partie d'un itinéraire cyclable. C'est-à-dire, par exemple, celle qui commence pas très loin de Nation, il y en a une. Ouais, là dans la contre-allée du cours de Vincennes. Exactement, le cours de Vincennes, c'est ça. Oui, tout à fait, cours de Vincennes. Celle-ci, par exemple, peut fonctionner parce que a été aménagé ce qu'on appelle des filtres modaux, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux qui vont être en plein milieu et qui vont laisser passer uniquement les cycles sur cet axe, mais pas les automobilistes. C'est vrai que les automobilistes ne vont plus pouvoir utiliser cet axe comme un raccourci. Et donc, il va y avoir moins d'automobilistes qui utilisent cet axe. Il y a également des sens de circulation qui vont changer au niveau de certaines intersections pour casser complètement ce trafic de transit. Donc, pour réaliser une vélorue, finalement, c'est pas juste du gribouillage avec des vélos qui vont être peints sur le sol, c'est vraiment repenser un plan de circulation pour déjà permettre aux cyclistes de s'approprier cet axe, de se dire cet axe a un intérêt pour moi pour aller d'un point A à un point B, et au-delà de ça, de limiter surtout l'usage de cet accès pour uniquement de l'accès local, en fait, pour pouvoir faire de la desserte locale et pas un trafic de transit. Donc ça, c'est très important pour que ça fonctionne, pour justement créer cette mixité d'usage. C'est-à-dire que là, il va plus y avoir qu'un véhicule qui passe toutes les 10 minutes comparé à plusieurs véhicules qui passent par minute. Donc là, c'est beaucoup plus confortable pour un cycliste, parce que s'il y a plusieurs véhicules, il va se faire serrer par quelqu'un qui est derrière lui sur tout un axe, alors que là, en plus, c'est plus possible, vu que l'automobiliste va le suivre juste sur 50 mètres avant de changer de direction, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc ça
ça limite la frustration au niveau des conducteurs, ça limite le stress au niveau des cyclistes. Donc, c'est des aménagements qui peuvent fonctionner avec cette mixité. Est-ce que cette façon de faire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que au rythme actuel auquel on développe, donc on est à peu près à 50% du plan cyclable, est-ce qu'au rythme auquel on le développe, on peut avoir, dans combien de temps est-ce qu'on peut avoir une infrastructure qui soit complètement optimisée pour le vélo? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Paris est une ville cyclable, une capitale du cycle ou pas? Je pense qu'on en a encore pour des années et des années et des années. Aux Pays-Bas, ils n'ont toujours pas terminé leur transformation au niveau des aménagements cyclables. À chaque fois que j'y retourne, ils continuent à optimiser ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a une évolution qui est constante et aussi une évolution qui est constante par rapport à l'usage. Parce qu'aujourd'hui, on réalise des aménagements avec la circulation que l'on a aujourd'hui, mais à force de réaliser ces aménagements, on crée un report modal. Et donc, on peut continuer à récupérer cet espace de voirie pour continuer à réaliser des aménagements. Et en fait, ça avance comme ça progressivement. On continue à réaliser des transports en commun, continuer à créer de l'espace pour les piétons, continuer à réduire de l'espace pour les véhicules motorisés pour le transformer pour un aménagement cyclable, réduire des accès à la circulation locale uniquement. Donc en fait, c'est une transformation qui se fait très 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 progressivement pour accompagner aussi l'usage. Donc je pense qu'on en a encore pour au moins 30-40 ans de transformation, même plus. Au niveau de cette transformation, ça dépend aussi à quelle vitesse ça va. Mais là, on est très loin de voir le bout de cette transformation. On est vraiment qu'aux prémices. Hyper intéressant. Et puis en plus, je parle même pas de la végétalisation des rues, de toute cette approche-là qui rajoute encore une autre couche et qu'on commence à assimiler maintenant dans les projets. Donc, il y a aussi cette approche-là à voir, plus que juste le déplacement des cycles piétons, transport en commun. Oui, évidemment, c'est des transformations systémiques qu'il faut... Ouais, là, c'est vraiment une transformation profonde. Ouais. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien que tu puisses me répondre sur certaines questions de façon un peu rapide, pour avoir ton avis, qu'on puisse cerner un peu où est-ce que tu te positionnes sur certains enjeux. À ton avis, développer la multimodalité et notamment le réseau cyclable, est-ce que ça veut forcément dire laisser beaucoup moins de place à la voiture? Oui, c'est indispensable. Il faut un repartage de cet espace pour permettre de créer un nouvel espace pour d'autres modes de transport. Soit en faisant cohabiter, mais dans ce cas-là, en cassant le trafic de transit, soit en continuant à garder des axes avec du transit, mais dans ce cas-là, il faudra des aménagements dédiés. Mais oui, dans ce cas-là, c'est obligé de repartager cet espace. Pour ou contre l'immatriculation des vélos, qui est très débattue depuis quelques années? Je pense que c'est une mauvaise idée d'immatriculer les cycles. Alors après, ça dépend quel type de cycle. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des cycles qui sont immatriculés, les cycles qui sont en fait des motocycles qui vont au-dessus à 45 km/h. Exactement, des cycles électriques. Donc en fait, cette immatriculation existe déjà. Je ne comprends pas l'intérêt qu'aurait une plaque d'immatriculation sur un cycle. Si c'est de vouloir empêcher de faire des infractions, il y a déjà des plaques d'immatriculation sur les voitures, il y a tout autant d'infractions au quotidien sur les vélos, sur les aménagements cyclables. Les plaques d'immatriculation n'empêchent pas les infractions. Si on veut limiter vraiment, si c'est ça l'intérêt des personnes de limiter ces infractions, il faut créer des aménagements dédiés, parce que plus il y a d'aménagements dédiés, moins les usagers créent ces infractions. S'il y a des aménagements dédiés sans feu, les cyclistes ne grilleront plus le feu rouge. Ça paraît un peu paradoxal, mais enfin ça paraît un peu absurde comme logique, mais en fait, si on a vraiment des aménagements qui permettent à chaque usager de se déplacer sans apporter de conflit à un autre, on limite les conflits, on limite ainsi les problématiques. Donc je comprends pas trop l'intérêt qu'apporterait une plaque d'immatriculation en fait. Pour ou contre le casque obligatoire à vélo? Alors ça, j'en parlais, je suis contre l'obligation du port du casque. Par contre, je suis pour la recommandation du casque. C'est-à-dire que je vais toujours recommander à une personne qui débute le vélo, une personne qui va bien sûr utiliser le vélo de manière extrême, s'il roule vite, etc., de porter un casque, c'est indispensable. Le casque, ça protège, ça peut sauver des vies. Par contre, obliger le port du casque, ça serait une grossière erreur, parce que d'une part, ça déporterait la responsabilité uniquement sur l'usager en oubliant tout le reste.
comme j'avais expliqué au niveau de la hiérarchie des mesures. C'est le dernier point dans la hiérarchie des mesures. Donc voilà, là on se concentre juste sur protéger un petit peu mieux un cycliste, mais on va pas limiter le risque d'accident. Donc c'est pas une mesure qui permet de limiter le risque d'accident. Et au-delà de ça, ça va aussi restreindre l'accès au cycle. Parce que, par exemple, toutes les personnes qui utilisent un Vélib, pas leur mettre à disposition des systèmes de casque pour utiliser le Vélib, c'est catastrophique. Toutes les personnes qui utilisent leur vélo au quotidien ou pour les petits déplacements, ça rajoute une contrainte qui n'est même pas comparable à une ceinture de sécurité qui est obligatoire et qui est déjà présente dans le véhicule. Et d'ailleurs, quelque chose de assez drôle par rapport à la ceinture de la sécurité, c'est quelque chose qui a été instauré au fur et à mesure de la mise en place des véhicules. C'est-à-dire que les véhicules qui sont avant cette loi n'ont pas besoin de ceinture de sécurité. On perd encore des véhicules où il n'y a pas de ceinture de sécurité, on peut rouler sans ceinture de sécurité. Et en plus de ça, un dernier point sur la ceinture de sécurité, il a été prouvé que la ceinture de sécurité limite drastiquement la mortalité. Elle la diminue par 3. Pour le casque, malheureusement, on n'a pas d'étude qui a permis de statuer en plus si le fait de porter un casque ou de ne pas porter de casque permet de limiter la mortalité. Parce que aussi la manière de porter le casque, des fois tu le portes mal au niveau de la sangle, des fois il ne protège pas, des fois il ne protège pas dans certains types d'accidents, par exemple sous un poids lourd il va pas te protéger, il va protéger sur certains chocs, et le test des casques est fait seulement sur certaines chutes, des chutes latérales, pas forcément sur des chutes qui sont derrière toi ou devant toi. Donc même pour ce cas-là, il est même pas prouvé que le casque aujourd'hui va plus te protéger que l'absence de casque. Donc c'est aussi un point. Alors c'est une mauvaise pub du coup pour le port du casque. Bah en fait, j'aurais pas du tout imaginé ça. Le port du casque va te protéger dans certains cas, mais il est pas. En fait, il est pas prouvé. Enfin, j'ai pas réussi à trouver d'études qui te permettent de te garantir que en portant un casque, tu vas être absolument mieux protégé dans tous les cas de figure. C'est ça le truc. En fait, C'est important toi ou pas? Ça dépend de mes itinéraires en fait. C'est vraiment, par exemple en milieu urbain, quand je vais rouler avec un véhicule qui va rouler à une vitesse maximale de 25 km/h et je vais rouler dans des aménagements qui sont sécurisés, j'estime pas que porter un casque soit utile. Par contre, quand je vais rouler sur une départementale avec un vélo de route qui va à plus de 30, là, je vais porter un casque. Ça dépend vraiment de mes itinéraires et de ma manière de rouler. Moi, ça a beaucoup changé à partir du moment où j'ai commencé à le porter. Maintenant, je me sens beaucoup moins en sécurité quand je le porte plus. C'est intéressant, ouais. Et donc maintenant, en fait, je le porte juste parce que mais il y a ce point-là, un sentiment supplémentaire de sécurité quand je l'ai, quoi. Mais il y a ce point-là aussi qui est dans les études, c'est que le port du casque peut aussi faire que certains usagers vont avoir des comportements plus dangereux. À risque. Ouais. Et aussi que les conducteurs vont moins respecter l'usager en passant plus proche, en se disant que cet usager-là est sécurisé, il est protégé, donc il y a moins de danger pour lui. Donc il y a cette approche-là, et comme je dis, malheureusement aujourd'hui je n'ai pas trouvé d'études qui me permettent de statuer sur est-ce que c'est indispensable de porter un casque ou non, et c'est pour ça que je recommanderais vraiment aux usagers de, par rapport à l'itinéraire qu'ils font, de porter un casque en fait. Et bien sûr aux plus jeunes, c'est une obligation de porter le casque. Le fameux panneau M12 qui permet au cycle de griller entre guillemets un feu rouge sous réserve de laisser la priorité aux usagers piétons ou plus vulnérables. Bonne ou mauvaise idée? Alors, ça part d'une bonne idée. Ça part de l'idée de permettre aux cyclistes de sortir de cette zone de conflit entre un conducteur qui va tourner. Ouais, donc de se mettre en avant exactement, ou de passer, mais en fait ça ne fait qu'accompagner une pratique qui se fait en absence d'aménagement. Parce qu'en fait c'est un comportement qu'avaient déjà eu les cyclistes. En absence d'aménagement, les cyclistes vont s'avancer au niveau de l'intersection pour attendre et repartir au meilleur moment. Et donc en fait c'est juste un patchwork dans l'attente de mieux, ce petit panneau. C'est exactement la même chose qu'un sas vélo, c'est un patchwork dans l'attente de mieux. Et l'attente de mieux, c'est un feu qui est avancé pour les cycles, indépendant de la circulation, qui avance jusque dans le carrefour, et en fait où il n'y a même pas besoin de M12 parce que l'aménagement cyclable n'a pas de rupture. C'est-à-dire on avance dans le carrefour, on continue à droite, et on reste sur l'aménagement cyclable tout du long. Donc il n'y a pas de feu du tout. On laisse juste une priorité aux piétons à cet endroit-là, et on peut continuer à tout moment dans l'intersection. Et c'est ce qui est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il n'existe quasiment plus de M12, parce que dans toutes les intersections, il y a un aménagement continu. Il existe encore
de très rares cas des M12, c'est encore dans des intersections qui n'ont pas été réaménagées. Donc on voit bien finalement que ce M12 est là dans une transition. Il permet pour l'instant de faire une manœuvre qui sera plus tard sécurisée. Donc en fait, quand on le voit, il faut plutôt redoubler de vigilance et se dire qu'attention ici, c'est pas très sécurisant de passer par là, quoi. Et pour terminer cet épisode, c'est quoi ton aménagement qui t'énerve le plus, celui sur lequel tu te dis celui-là il faut vraiment plus qu'il existe et qui continue à être développé aujourd'hui? Celui-là que justement je me demandais si j'allais faire un sujet dessus, c'est au niveau de Richard Lenoir. Il y a un aménagement qui est au centre de la chaussée et qui est un petit peu dans les anciens aménagements que l'on faisait avant, où on se disait que le vélo c'était du loisir. Je crois que c'est durant Delanoë qui avait la réalisation de ces aménagements-là. Il y a aussi au niveau de Clichy où c'est la même chose. C'est ces aménagements vraiment au niveau de Flandre, des aménagements qui sont au niveau du centre de la chaussée. Et le problème de ces aménagements, c'est qu'ils vont créer deux conflits, que le cycle rejoigne l'aménagement au niveau d'une intersection, coupe la circulation et quitte cet aménagement pour rejoindre de nouveau un nouvel axe. Et donc là, on crée deux conflits qui sont inutiles et ces aménagements devraient quitter ce centre de la chaussée pour se retrouver aux extérieurs et permettre de limiter les risques de conflit et surtout de les faire plus larges. Parce qu'on peut voir à chaque fois, Flandre a été réaménagé, d'ailleurs c'est assez drôle, ils ont élargi cet aménagement cyclable. Mais au niveau de Clichy et au niveau de Richard Lenoir, c'est des aménagements qui sont très étroits. À Barbès, Roche-Rochoir aussi, où quand on tourne, on passe sous le métro et puis ensuite on se retrouve sur la droite du... Ah oui, au niveau des maréchaux. C'est ça, non, exactement. Barbès, au niveau de l'ancien Tati qui a fermé. Tu traverses, tu es sur un aménagement sur la droite et puis au bout de 30 mètres, tu dois traverser tout le boulevard et te retrouver sur un aménagement centralisé. Là, on arrive tout à fait au niveau de Clichy, au niveau des Delanoë, des aménagements Delanoë qui sont au centre de la chaussée. Et là, on a cette transition au niveau de l'arrondissement. On change d'arrondissement, on change d'aménagement cyclable. Donc là, il y a aussi un manque de coordination au niveau des arrondissements entre eux. Et ça, d'ailleurs, j'en parlais au niveau d'une vidéo parce que c'est exactement à cet endroit-là, sur ce carrefour-là qu'une cycliste a perdu la vie. Pas à cet endroit-là en particulier, mais c'est sur ce carrefour-là qu'une cycliste a perdu la vie un petit peu avant. Où justement l'aménagement qui est sur le trottoir, sur le haut du boulevard, repart sur la chaussée. Et c'est aussi à cet endroit-là où on a un petit M12 sur le feu, parce qu'il n'y a pas d'aménagement sécurisé qui aurait permis ce jour-là à cette cycliste de ne pas quitter l'aménagement cyclable, de continuer sur un aménagement cyclable et de tourner à droite. Il a fallu qu'elle rejoigne la circulation, se retrouve sous les roues de ce conducteur de camion, perd la vie, et effectivement un aménagement ici aurait certainement évité ce drame. Et un espoir, peut-être quelque chose qu'on fait bien maintenant et qu'on faisait pas il y a quelque temps? Il y a des belles choses qui ont vu le jour pas loin de République, justement sur l'avenue de la République, que j'avais documenté, où là on commence à voir finalement des bonnes pratiques qui commencent à se mettre en place, mais aujourd'hui malheureusement à Paris il n'existe pas d'aménagement que je considérais comme parfait. Je n'en ai pas vu. Le boulevard Voltaire, typiquement, qui va de République jusqu'à Nation, qui a été remodifié, remodelé ces derniers temps. C'est celui-là que je parle. D'accord. Non. Boulevard Voltaire, c'est avec de l'aménagement tactique qui a été refait. Alors oui, c'est ça. Du coup, effectivement, avec des avancées des cycles qui vont plus loin que les feux, qui permettent aussi de... Non, il est encore problématique, et j'en reparlais justement par rapport au sujet que j'avais fait dessus, parce que c'est celui où il y avait un réaménagement, où j'en parlais un petit peu plus tôt, où il y avait une cycliste qui a eu un accident grave avec un conducteur de camion. Et justement, sur ce boulevard-là, il reste encore des choses qui ne sont pas pensées, notamment des oublis au niveau des feux pour les cyclistes. Des endroits où il n'y a simplement pas de feux pour les cyclistes qui ont été pensés. Et donc, ça crée des incompréhensions au niveau des cycles qui se disent, mais où est-ce qu'il faut que je m'arrête? Donc, naturellement, ils vont s'avancer au maximum au niveau de l'intersection pour ensuite avancer. Donc là, on est encore en plus sur l'aménagement tactique. C'est loin d'être fini. Donc, il y a encore du progrès à faire. Mais malheureusement, à Paris, ça n'existe pas vraiment. Bon, on a encore pas mal de choses à faire, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu au micro pour discuter des aménagements cyclables en milieu urbain. On te retrouve sur YouTube essentiellement, Altis Play.
différentes plateformes, YouTube principalement, effectivement, au niveau d'Altisplay, donc Insta. On mettra TikTok, de toute façon etc. les liens dans la description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver. Puis nous, on va publier un peu de contenu aussi ensemble sur Instagram à la sortie de cet épisode, donc vous pourrez aller les regarder, vous abonner aux 2 chaînes, et ça nous fera plaisir. Si vous nous retrouvez, que nous envoyez des petits messages, on sera super contents. Allez regarder. Moi, j'avoue, j'ai passé des heures et des heures devant les vidéos d'Altis parce que, en fait, c'est captivant. On a l'impression qu'on parle de voirie et de trucs très techniques. Et puis là, on est captivant. parti un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est assez dur de se concentrer juste sur un sujet parce que tout est attenant, en fait. Dès qu'on commence à toucher à quelque chose, on tire le fil et on arrive sur d'autres problématiques. Et l'urbanisme, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que c'est quelque chose qui est autour de nous chaque jour et c'est peut-être aussi pour ça que ça parle. À beaucoup de gens parce en tant que Parisien, moi j'aime bien parce que j'ai parcouru Paris et la région parisienne en long, en large, en travers à vélo, et donc en fait quand je regarde tes vidéos, je sais exactement de quel endroit il s'agit et j'arrive à me dire ah oui, là je me suis pas senti en sécurité aussi. Et puis on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui est vivant, l'urbanisme, c'est quelque chose qui continue à évoluer et que de notre vivant on va voir ça qui est en train de changer, surtout aujourd'hui à Paris. C'est peut-être ça finalement qui crée un déclic, se dire que on peut continuer à faire évoluer notre urbanisme, même si Paris est une ville centenaire, millénaire presque. Enfin, ça dépend des années qu'on regarde la dernière évolution de la voirie. Donc c'est hyper intéressant de voir cette ville qui continue à évoluer et aujourd'hui qui s'adapte à de nouveaux défis, les défis au niveau de la mobilité, des défis au niveau climatique. Donc c'est hyper intéressant de continuer à observer ça et de le documenter. Trop chouette. Si vous êtes encore là, vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Ça fait à peu près 1 heure qu'on enregistre et vous avez subi le bruit des travaux au-dessus de nous. Donc, si vous êtes encore là, c'est vraiment le moment de nous mettre des commentaires et de nous aider à faire grandir nos chaînes en vous abonnant, en les partageant aussi. La meilleure façon de faire grandir un podcast, c'est de le partager à 3 personnes que vous pensez qui seront intéressées par ce sujet-là et ça nous aide beaucoup. Moi, je vous retrouve dans 10 jours pour un épisode particulier avec Arthur Aubeuf. Et à partir de là, je vous dis à très bientôt. Salut Altis. Salut, bonne route. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.